Bonjour, chers collègues. Bonjour, donc c'est moi qui clôt cette première journée du séminaire. J'ai écouté toutes les interventions précédentes et ils étaient très intéressantes. Donc, moi, je vais vous parler d'un secteur réel, l'économie réelle. Je vais essayer d'être assez bref. Les premières sanctions ont été annoncées en 2014, donc là on arrive à 10 ans de sanctions. Et comment donc le secteur du transport vit dans cette situation? Tout d'abord, j'attire votre attention sur cette carte pour qu'on sache de quoi on parle ici. Tout d'abord, il faut dire que ces dernières années, le secteur de transport était sous sanctions. Et donc, bien sûr, ces sanctions avaient un impact sur le fonctionnement de ce secteur. Et il ne faut pas oublier que les sanctions sont imposées aussi à l'Iran, à Cuba, à Corée du Nord, à Venezuela, à d'autres pays. Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation, mais nous constatons qu'il y a des mesures politiques, des mesures de force qui sont employées contre des pays. Et ici, nous avons une image assez sombre, c'est-à-dire que si nous nous adressons aux documents fondamentaux des organisations internationales, des accords, de 4 accords qui sont la base de cette organisation internationale, ils ne sont pas opérationnels aujourd'hui. Nous avons eu 13 années de négociations pour que la Russie puisse accéder à l'organisation du commerce international, à l'organisation mondiale du commerce. Et en même temps, nous avons ici une situation dans laquelle on se trouve et où ces principes sont négociés normalement, et normalement on doit pouvoir négocier pour établir ces principes. Mais il y a des sanctions aujourd'hui qui sont imposées en contradiction avec les principes de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, de fait, on voit qu'il n'y a aujourd'hui aucune consultation, par exemple, avec la Russie dans ce domaine. Et je voudrais vous dire aussi que le secteur de transport en Russie s'est retrouvé, bien sûr, dans une situation après l'imposition de ces sanctions où notre pays, bien sûr, a utilisé différents moyens de transport, le transport maritime et différents types de bateaux pour transporter ces marchandises. Et donc, après que ce marché soit fermé, nos bateaux russes et les bateaux avec du personnel russe ne sont pas accueillis dans 57 pays. Donc, bien sûr, ces chaînes de transport, de logistique ont été rompues. Donc là, si l'on regarde cette carte, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que au début des années 2000, la communauté internationale des transports a développé un système approuvé par les ministres de transport des 32 pays, des couloirs de transport. Donc surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Eurasie, bien sûr. Donc nous avions cette voie transsibérienne, ensuite le couloir nord-sud par Saint-Pétersbourg et d'autres, notamment un couloir qui a été évoqué aujourd'hui, un corridor de transport qui a été évoqué aujourd'hui à la chaîne de télé Zvezda,
qui, de fait, était un projet mort-né parce que pour passer des marchandises de l'Europe vers l'Asie par 2 mers, je pense que c'était un projet pas très raisonnable, mais voilà, on en parle aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu le corridor qui passe par l'Europe en contournant la Russie par le sud, donc au sud de la mer Noire et de la mer Caspienne, pour arriver en Chine et en Inde. Et depuis 2002, il y avait uniquement la voie transsibérienne qui a été développée. Et après donc l'arrêt des logistiques, de transport logistique de la part de l'Union européenne, il y a un peu de conteneurs qui passent de la Chine, mais c'est très strictement contrôlé à la douane et les camions russes ne peuvent pas accéder en Europe. Donc, il faut transférer les marchandises sur d'autres transports. Donc, ça aussi, ça coûte très cher. Et cela veut dire que nos liens dans le contexte, pour ainsi dire, eurasien, ont été rompus. Et on se pose la question de savoir, mais pourquoi alors nous avons tant lutté lors de ces conférences pour développer le logistique, le transit, etc. Pourquoi nous nous sommes battus pour cela? Et alors qu'aujourd'hui, nos pipelines sont explosés, nos transports ne peuvent pas passer, pourquoi alors nous voulions avoir ce secteur de transit, de logistique de transit? Donc en fait, aujourd'hui, nous avons donc ici bien sûr l'accès à la mer Arctique, au bassin arctique. Nous avons aussi l'Extrême-Orient. Et en même temps, j'en ai déjà parlé l'année dernière, l'avant-dernière, nous allons avoir des problèmes, je pense, sur la mer Noire et sur la mer Baltique. On peut y revenir plus en détail, mais en tout cas, je pense que nous allons y arriver. Donc, en tout cas, en ce qui concerne le développement des transports par l'Arctique et par l'Extrême-Orient, cela doit constituer notre priorité aujourd'hui. Donc, nous en avons déjà parlé en détail lors de nos différentes sessions. Et donc là, je peux passer au transport de fret depuis 10 ans. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que tout d'abord, petit à petit, depuis 2013, il y avait encore en 2013, il n'y avait pas encore ces dizaines de tranches de sanctions. Donc, c'était une année tout à fait normale. Et il y avait donc 7 milliards 169 millions de tonnes de marchandises qui ont été transportées. Si l'on regarde le part des frais des marchandises en tonnage, ça fait 12-13%. Ça, c'est la part de la Russie dans la distribution mondiale du travail. Et cette proportion est préservée. Si nous voyons les données sur les 11 mois du 2023, et vous voyez bien que le volume total ont surpassé le volume total de 2022 avec les 4 trimestres. En ce qui concerne le transport ferroviaire, ils ont déjà présenté leurs statistiques et le transport automobile s'est beaucoup renforcé avec les distances qui se sont accrues. Donc, le secteur qui concerne les transportations à plus de 200 km. Donc, on a bâti des nouvelles routes et il y a une quinzaine d'années,
personne ne laisserait pas leur voiture, leur camion aller plus d'1 000 kilomètres vers la destination. Alors, si aujourd'hui c'est possible de le faire, plus de 2 000 kilomètres sans problème. Avec les marchandises, bien sûr. Donc, il y a une charge sur la structure de la voiture. Ça veut dire que peu à peu, ils arrivent à améliorer la qualité de transport dans ce secteur. Les transports par voie antérieure, navigable n'est pas très fort. C'est le transport traditionnel en Russie, mais là, on ne sait pas si, du coup, s'il va revivre parce qu'on a déjà adopté beaucoup de stratégies. Le programme, c'est un transport qui est très, très bon marché parce que, voilà, un bateau à vapeur prend autant de marchandises que de trains sur les voies ferroviaires. Donc, on peut gagner beaucoup en ce qui concerne la question financière, mais malheureusement, la période de navigation, la période navigable est assez courte dans certaines régions, donc ce n'est pas si facile que ça. Un autre point que je voudrais souligner, on n'a pas eu une seule année, à part l'année de Covid, quand on aurait eu une chute dans le transbordement des marchandises. Donc ici, on a déjà les chiffres pour les 12 mois. C'est quelque chose dont on peut se réjouir. Ça veut dire que ce secteur est un secteur assez efficace. Elle est très bien en marche. Ensuite, en ce qui concerne le trafic des marchandises, la deuxième partie du tableau, en ce moment, une grande partie des transports travaillent à service le marché intérieur parce qu'il y a les distances très longues jusqu'à l'Extrême-Orient. Donc, on peut dire que l'économie s'est réveillée à l'intérieur et ce tableau le montre bien. Et je voudrais montrer sur ce diapositive le travail des transports ferroviaires. Donc, 1,232 milliard de tonnes, c'est moins que le transport automobile commercial. Je veux dire, non pas la transportation du charbon, d'autres choses, mais le transport commercial. Donc là, je pense qu'il y a 1,6 milliard, c'est beaucoup plus que tous les transports ferroviaires. J'attire votre attention au fait que la première place est tenue comme d'habitude par le charbon. Ici, nous avons moins 1%. C'est lié à une sorte de confusion qu'on a eue à l'est de la Russie. Donc, on va voir la situation s'améliorer cette année et aussi, on a des nouveaux consommateurs, de nouveaux acheteurs du charbon. Par ailleurs, le Forum international de transport fait annuellement une prévision de développement des transports et leur nouvelle prévision jusqu'à 2050, dans cette prévision, normalement, ils pensaient avoir la plus grande augmentation vers 2030 et on voit ce pic reporté pour plus tard. Il y a des centrales électriques qui sont construites dans les pays asiatiques et elles vont être en marche pendant plusieurs années, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, tout ce qui concerne le grain, beaucoup d'exportations, on voit une légère augmentation dans le secteur du coq. Ce ne sont pas les plus grands volumes, mais quand même c'est assez grand. Alors les métaux noirs
parce qu'on voulait bien exporter. Ces exportations ont été limitées par l'Europe, par les États-Unis, mais on a bien trouvé de nouveaux partenaires. On a commencé à exporter les engrais, 63,8 millions de tonnes. Voilà, parce qu'il y a bien une demande malgré toutes les discussions autour de ça. L'agriculture doit pouvoir marcher, donc on a plus de 5% d'augmentation. Les frais, les marchandises en conteneurs, quelle est l'idée derrière cette ligne? Pourquoi est-ce qu'il y a cette suivi de près? Parce que c'est la transportation normalement des produits finis. Et oui, on s'entraîne avec le charbon, etc. Mais d'habitude, la grande quantité des frais des marchandises en conteneur, ça veut dire qu'il y a une bonne production des produits finis, donc des productions avec une grande valeur ajoutée. C'est quelque chose de positif pour l'économie. Je voudrais plus tard parler de la chute dans la transportation liée à l'industrie du bois. Il y a quelques nouvelles tendances que je voudrais souligner, mais tout d'abord quelques tendances globales. Ici, je propose l'idée suivante. L'intensité de commerce dans l'économie mondiale a diminué et les experts parlent beaucoup de la fin de la globalisation, de la croissance de régionalisation et les experts de transport remarquent une hausse des transportations à l'intérieur de l'Asie, par exemple, entre les pays asiatiques. Donc, c'est une région qui est un très bon exemple de cette tendance à travers des données du transport. D'autres tendances qui se sont apparues, c'est la miniaturisation de la dématérialisation. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez que personne ne va acheter des grands équipements tels que des magnétophones ou d'autres choses. On a des appareils, des diapositives beaucoup plus petits, et cela signifie une perte pour l'industrie du transport parce que cela demandait beaucoup plus de volume à transporter avant qu'aujourd'hui. Donc cette dématérialisation signifie que de plus en plus de services sont proposés non pas en forme matérielle, mais avec l'utilisation des technologies informatiques et autres. À Moscou, par exemple, on n'accepte plus la déclaration fiscale en papier. Ce n'est que électronique désormais. Donc, on renonce au papier, aux enveloppes, à tout cela. Donc, il y a une chute dans la transportation des industries du bois. Ce n'est pas parce que on a commencé d'acheter d'autres matières, mais c'est quelque chose qui peut être lié à la dématérialisation. Ensuite, je voudrais vous montrer cette page où je souligne quelques changements de l'année 2023. Tout d'abord, dans l'infrastructure, surtout sous les auspices de développement du tourisme intérieur, c'est quelque chose qui a vu une grande croissance récemment et il y a en même temps de moins en moins de touristes étrangers qui arrivent en Russie. Donc, c'est une diminution de 20% par rapport à l'année avant la Covid. Et il y a 40% moins de touristes russes qui partent à l'étranger aussi. Donc, le nouveau focus, c'est sur le tourisme intérieur. Je ne parle pas des transports des passagers, des transports de personnes, mais il y a le développement de cette infrastructure, les gares, etc.
Les transports aériens se sont montrés assez bien, assez efficaces, sans sortir à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. Pour l'instant, ils sont toujours en l'air. Et ensuite, les différentes bases de transport qui ont atteint des nouveaux niveaux de développement avec les routes qui ont été réparées. Il y a des nouveaux objets d'infrastructure et les routes, les voies ferroviaires ont montré beaucoup d'efficacité. On a également réparé des grandes routes comme M4, M5. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des routes, des grandes autoroutes régionales qui permettent de transporter plus de marchandises. Donc, nous avons une situation plutôt bonne. En ce qui concerne le matériel roulant, je dois souligner ou dire peut-être que les transports ferroviaires sont bien en Russie. On a fait beaucoup de voitures pour les trains. Même il y a un accident de voiture, c'est quelque chose qui va bien à tout le monde. On a renoncé aux anciennes voitures et le matériel roulant est assez nouveau. Donc, il y a un nouveau normatif en ce qui concerne le poids qui peut être transporté dans ces nouvelles voitures, dans ces nouveaux trains. Alors, les voitures dont on dispose aujourd'hui, 1,3 million de voitures, c'est à peu près égal à ce que la Fédération de Russie avait à la fin de la vie de l'Union soviétique. Et donc, à l'époque, c'était 2,7 milliards de tonnes de marchandises et aujourd'hui, c'est 1,2 pour l'instant. On peut noter les avancées des scientifiques russes en ce qui concerne la création, la réalisation des nouvelles technologies, comme c'est fait à Bryansk, où ils développent des nouvelles technologies pour le matériel roulant des voies ferroviaires. Je ne sais pas si vous avez visité cette partie, mais c'est assez montagneux. Donc, c'est une région compliquée pour les transports ferroviaires. Les transports automobiles, donc on a ici les données de l'année passée, 2023, plus de 143 000 d'automobiles, de camions, d'automobiles de frais. Et il y a quelques nouvelles marques chinoises qui sont présentées en Russie. On n'a pas encore des statistiques assez détaillées en ce qui concerne la réparation de ces automobiles, mais les directeurs des grandes entreprises de transport automobile auxquels j'ai eu la possibilité de parler et discuter de la qualité de ces équipements, de ces automobiles, ça reste à désirer. Donc, il y a quand même le service après-vente, tout cela qui doit être mis au point, mais je crois que ce sera fait en futur. L'aviation, l'année passée, n'a pas été la meilleure. Sur les 100 ans de l'aviation soviétique, 2023, c'était la seule année où on n'a produit aucun avion civil. J'espère que cette année-là, on verra cette situation évoluer pour pouvoir remplacer les moteurs, les joints, les différentes pièces détachées de nos avions, parce qu'il faut que tout soit certifié, que tout soit sûr, que le temps que la certification est mise en place, on ne peut pas produire en fait et laisser voler cet avion.
on a vu une amélioration dans la construction des bateaux. L'année passée, on a produit 90 bateaux à vapeur. Il y a beaucoup de corps de bateaux qui sont déjà prêts à être exploités. Et je pense que l'industrie navale, la construction de navires va aussi donner des bons résultats. Et en revenant sur ce diapositive, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous voyons continuer en Union européenne et dans d'autres pays une sorte de pousser beaucoup est fait pour développer les transports électriques, les électromobiles, les électrocars. C'est quelque chose qu'on va également développer dans le cadre de transition verte, transition écologique. Mais je dois dire que ce passage à la force motrice électrique pose des questions parce que l'année passée, on a vu une recherche sur le moteur électrique et les camions lourds. Et cette recherche, les auteurs de cette recherche disent que pour les petites voitures, c'est tout à fait acceptable, alors que pour les grands camions qui transportent des marchandises, des frais à des distances très grandes, les accumulateurs qui permettent de parcourir des grandes distances pèsent énormément. Si on va créer un réseau des points de charge pour charger ces voitures, ce n'est pas très évident dans certaines régions éloignées. Donc, pour ceux qui utilisent des machines, des machines lourdes, les camions, etc., qui travaillent sur un carburant diesel, ce n'est pas évident de les faire passer sur l'alimentation électrique, par exemple, pour des pelleteuses et pour des camions. Donc, on n'a pas toujours une question très facile et très évidente à ça. Et pour conclure, je pense que j'ai déjà dépassé un peu le temps qui m'a été accordé. Voilà. Je voudrais juste remarquer que c'est vraiment dommage avec le commerce extérieur parce que même en 2021, on a exporté des moyens de transport pour une valeur de 10 milliards de dollars. Il y avait des avions, il y avait, je pense aussi, des choses militaires. C'était vraiment un secteur très développé, surtout en ce qui concerne l'aviation militaire. Pour 7 milliards de dollars, et on assiste à une chute aujourd'hui. On exportait également des voitures pour des trains de frais, des trains de passagers, mais ça aussi n'est pas très réussi aujourd'hui. Et en conclusion, je voudrais attirer votre attention sur le fait que de temps en temps, on peut entendre des discussions, des conversations avec des experts qui disent que on va lancer cette voie arctique, la voie du Nord, et il y a toujours beaucoup d'excitation à propos de cela, à propos de Suez, parce que là, il y a une petite guerre aussi. Il y a des bateaux qui doivent contourner désormais l'Afrique en utilisant l'ancienne route. Et là, ces experts disent, mais voilà, ils vont passer par cette voie arctique. Maintenant que ça va être ouvert, on doit rester réservé en ce qui concerne
ces conversations parce que il faut encore développer cette voie et le passage des bateaux sous drapeaux étrangers sur cette voie parce que c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Et on produit des grands bateaux, des brises-glaces chaque année. Donc, il faut un tout petit peu de temps pour que ce corridor commence à marcher. Sur ça, je pense que je vais mettre point à mon intervention et merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuri. Est-ce que vous pourriez fermer votre présentation pour qu'on puisse laisser les gens poser des questions? Chers collègues, si vous avez des questions, je vous invite à les partager. Je pense que M. Goftwein voudrait poser une question. Voilà, oui, merci. Ma question est suivante, juste pour préciser. Elle concerne la statistique des transports de marchandises. Vous avez deux indicateurs. Je pense que le premier que vous utilisez, c'est vraiment le poids, si je ne me trompe pas, en millions de tonnes. Si par exemple, on transporte quelque chose en automobile, on fait le transbordement sur le voie ferroviaire, ensuite le bateau à vapeur et ça arrive à la destination. Par exemple, on avait 100 millions de tonnes. Est-ce que cet indicateur va donner 300? Ça va donner 100 parce qu'il y a le certificat d'origine de la marchandise qui précise toujours la masse et les mètres cubes de cette marchandise. Donc, la logistique ne va pas influencer cet indicateur. Je vais dire juste quelques mots, c'est très important pour moi. On utilise ce terme de logistique aussi de manière pas très sérieuse, en fait, parce que j'ai entendu ça dans un bus, voilà, et un des étudiants dit que voilà, j'ai une logistique superbe, j'ai un bus qui va de chez moi directement à la fac. Voilà, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas seulement l'itinéraire, ce n'est pas seulement l'état des voies qui sont utilisées pour le transport, ce sont aussi des magasins, des stockages, des points de transbordement, les équipements qui sont utilisés pour charger et décharger les marchandises, sont les gares, les stations sur les voies ferroviaires, la possibilité de faire arriver la marchandise à la destination dans un délai qui satisfait celui qui l'envoie et qui la reçoit. Donc, il y a beaucoup plus à cette logistique, pas seulement les transports. Donc, il faut considérer chaque élément de cette logistique séparément. Quand on dit que voilà, la logistique est devenue plus complexe, mais il faut regarder plus en détail combien de kilomètres, combien de temps pour décharger, est-ce qu'il y a une possibilité de voir plus de voies ferroviaires au port, etc., etc. Donc, il y a toute une série des facteurs, des données pour bien utiliser le terme de logistique. Oui, je comprends tout à fait, mais ma question était différente. La question, c'est est-ce que la complexification de la logistique, telle qu'on comprend ce mot, est-ce que cela impacte les données statistiques? Dans les transports, il y a le transport des marchandises et vraiment le chargement, l'embarquement des marchandises. On transporte les marchandises vers l'est et vers l'ouest. Et là, on va noter le nombre de kilomètres, alors que l'embarquement, le chargement, cela concerne le poids, le volume de cette marchandise. Et donc, est-ce que chaque type de transport va
informés du type de marchandises qui a été chargée, transbordée. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Par exemple, une voiture, là, un camion passe, il transporte 100 tonnes, après la voie ferroviaire 100 tonnes, le même frais, les mêmes marchandises. Donc, cela ne va pas être additionné à la fin pour les statistiques. Parce que même si on compte 3 fois sur 3 points de transbordement, c'est 10 tonnes ou 100 tonnes, peu importe, ça reste les 10 tonnes ou les 100 tonnes en cause. Parce qu'en réalité, il y a seulement ce volume qui arrive à la destination finale. Voilà, parce qu'il y a des différents types de transport. Chacun y participe. Merci, je comprends mieux comprendre un peu ce que vous dites. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez une question? Non? Alors, c'est moi qui va poser une petite question pour clore cette session. Nous avons quand même pas mal de thématiques, de possibilités de développement de l'infrastructure des transports en Russie. Et dans la plupart des cas, il s'agit des idées assez justes, assez raisonnables, comme par exemple un pont qui va traverser le fleuve Lena, pas loin de Yakoutsk, un pont à Sakhaline, la construction des nouvelles autoroutes aux Urals, etc. Il y a même des projets un peu plus exotiques, comme par exemple les voies ferroviaires à travers les montagnes de Caucase vers Sochi, les voies ferroviaires à grande vitesse, le développement du réseau des aéroports régionaux. On comprend bien que toutes ces propositions sont raisonnables, justifiées, mais on n'aura pas l'argent pour tout ça. Selon vous, quels de ces projets potentiels seront réalisés en premier temps et pourquoi? Oui, il y a beaucoup de projets, vous avez raison, mais il y a peu qui sont réalisés, pas autant qu'on aurait voulu. J'ai analysé il n'y a pas longtemps nos stratégies de transport qui précisaient les les différents projets ferroviaires, les nouvelles lignes ferroviaires qui seraient bâties en Sibérie et en Extrême-Orient. Et il y a eu au total 41 projets de ce type. Donc, ils avaient cette idée de construire des nouvelles lignes et chaque projet était bien fondé. Pourquoi et quelles seraient les conséquences, les effets de telle ou telle nouvelle ligne ferroviaire. En réalité, on a construit, je pense, une dizaine des nouvelles lignes, pas plus et pas les plus grandes lignes. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que dans le processus de construction, on avait, par exemple, des cas où il se révélait que personne n'avait besoin de cette nouvelle ligne, de cette nouvelle route, de cette nouvelle voie ferroviaire. Et j'ai fait un article sur cela. Donc, cette idée que on va bâtir une route, une nouvelle voie, et tout va prospérer autour de cette route. Tout au long de cette route, les nouvelles villes, les écoles, l'économie. Donc, la route est primordiale. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Mais la présence d'une route ou d'une voie ferroviaire ne veut pas dire que tout va se développer tout autour d'elle. On peut regarder par exemple depuis 91 les ports de Saint-Pétersbourg ou Sluga sur la mer Baltique. Donc, il y a eu
des centaines de millions de tonnes de marchandises de Saint-Pétersbourg vers Moscou et ensuite vers l'Oural et plus loin. Mais est-ce qu'on a vu pousser des villes, des usines, juste parce qu'il y a cette route entre Saint-Pétersbourg et Moscou? On peut regarder aussi la voie transsibérienne. Il y a des trains qui circulent à 500 mètres l'un de l'autre. Donc, normalement, on devrait dire oui, il y a des routes, donc il y aura de la vie. Mais là, on n'a pas vu beaucoup de construction d'usines ou d'autres types de développement. Donc, c'est plus compliqué que ça, je pense. Je pense qu'il y a effectivement des projets qui sont très nécessaires pour notre pays. Et l'année dernière, je crois que vous avez assisté aux réunions sur un projet qui est très bien. Bien sûr, c'est un projet nécessaire, mais comment ça va se développer, on ne sait pas encore. Ensuite, en Sibérie, il y a eu pas mal de propositions, des projets assez raisonnables, assez bons. Mais en même temps, quand les spécialistes se penchent sur les calculs, sur les modèles, sur les projets un plus en détail, il s'avère que ce n'est pas toujours très facile. Donc sur le papier, ça peut être bien, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que dès que nous avons des menaces extérieures, il y a tout de suite une route ferroviaire qui est construite, ou alors il y a des infrastructures qui sont développées. Le BAM, par exemple, justement, comment il a été construit, vous le savez très bien. Effectivement, il y a eu des tensions à la frontière russo-chinoise dans les années 60 et on a construit très vite, relativement vite, je veux dire, cette route. Donc, il fallait construire une voie ferroviaire vers Mourmansk. On l'a construite parce que la vie nous a poussé à faire cela. Donc, souvent, en Union soviétique et en Russie, beaucoup de choses dépendent des menaces extérieures. Et dans ce cas-là, beaucoup de questions, de problèmes sont résolus assez rapidement. Donc là, avec les sanctions, il y a aussi de nouvelles choses qui apparaissent. Jacques, je vous en prie. Merci beaucoup. Je voudrais poser juste une question à Igor. Est-ce qu'on n'observe pas aujourd'hui un développement particulier du transport routier qui correspondrait au fait que dans le processus en fait de substitution aux importations, il y a une forme de relocalisation d'une partie des productions en Russie? Je peux répondre, oui. Donc, il y a, comme vous le savez, des trains à grande vitesse, des Sapsan en Russie. Donc, en tout cas, ils vont assez vite. La Stochka, des Volga, d'autres types de trains. Et il y avait des inquiétudes liées au fait que Siemens va partir et comment on va donc continuer à développer ce type de transport. Et l'année dernière, en 2023, en été, le transport ferroviaire a reporté, a déclaré qu'ils ont réussi à tout faire. Donc, on n'a pas parlé des Sapsan, mais en tout cas, on a parlé des trains qui ont été développés sur le territoire russe. Et ils sont déjà tous équipés par des composantes russes, des détails russes. Il y a même des composantes en plastique qui ont été remplacées et qui sont déjà prêts. Donc là, c'est un exemple parmi d'autres.
Et je pense que quand il y aura des avions, ce sera aussi un nouvel exemple. On peut aussi parler du transport maritime, des bateaux. Là, il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Et justement, après 2014, cela a été lancé. Avant 2014, il n'y a pas eu grand-chose. Il y avait des gros bateaux tout simples pour transporter de gros volumes de marchandises. Mais là, il y a des projets de développement des bâtiments pour transporter le gaz, d'autres types de bateaux. Donc, ça bouge de ce côté-là. Non, ma question portait sur le développement du transport routier pour fret et le fait que l'on voit que la demande de camions lourds a fortement augmenté depuis un an, même un an et demi. Donc, est-ce que ça ne serait pas lié au processus général de substitution aux importations et de relocalisation d'une partie des productions? Oui, donc en fait, en russe, on parle de transport automobile, même si on parle des transports de marchandises. Mais en tout cas, donc là, nous avons entendu les constructeurs automobiles de Nijni Novgorod. Ils ont développé 3 modèles de camions qui s'appellent Valdai. Donc, ce sera des camions de différents modèles, donc plus légers, moyens et plus lourds, des poids lourds. Donc, ils sont prêts à lancer cette production. Donc, je pense que oui, effectivement, c'était des camions. Ils étaient présentés à l'Expo Transport Russie l'année dernière et on a vu que effectivement c'était construit avec des composantes russes. Et en ce qui concerne les poids lourds, les Belaz, par exemple, c'est le Bélarus qui continue à les produire, donc les super lourds en fait. Et on continue à utiliser ces équipements. Donc, ce sont des camions de bonne qualité, donc on n'a pas besoin de les produire chez nous. Donc, et nous avons également les MAZ et on a une grande expérience d'utilisation de ce type de camions. Donc, on n'a pas vraiment besoin et on n'a jamais acheté des Scania, des Mercedes, Volvo. Donc, on a toujours utilisé ces poids lourds soviétiques. On a toujours les MAZ. On a toujours les MAZ qui sont produits à Minsk. Et en même temps, nous avons un petit excédent en fait aujourd'hui de poids lourds. Donc en 90, il y avait 2 700 000 unités de poids lourds qui transportaient 15 milliards de tonnes de marchandises. Et aujourd'hui, nous avons 7 millions de poids lourds et 3 millions de moyens, de camions moyens, mais il y a beaucoup moins de marchandises en fait. Donc il y a pas mal de moyens de transport, mais ils ne sont pas utilisés. Est-ce que Jacques, vous avez eu les réponses à vos questions? Est-ce que vous en avez d'autres? Merci beaucoup. Большое спасибо.